Bonjour à tous, donc la troisième vidéo de jeu de rôle papier. Je vais vous parler de Kessia, les chroniques du roi dragon. Donc Kessia, l'univers, ça se passe en Bretagne, ou plus précisément à Innispredden, l'île des Forts, donc au 5e siècle, après le retrait des armées romaines sur l'île. Donc, univers médiéval fantastique, euh, avec des humains, vous n'avez pas de race fantastique, les nains, les elfes, etc. Donc, je vous dirais côté référence cinématographique, vous avez Les Brumes d'Avalon, qui est de 2001, et également, je vous dirais pour les images, le décor, l'ambiance, vous avez le film Le Roi Arthur sorti en 2004 avec Clive Owen. Et vous avez également le film L'Aigle de la 9e Légion avec Channing Tatum. Encore là, pour les références visuelles, les décors sont superbes, qui peuvent apporter aux idées et à l'image pour une partie de Kessia. Donc, Kessia, les joueurs incarnent des personnages qui gravitent autour du futur souverain de l'île des Forts et Nispréden, qui est le roi Arthur, qui ici s'appelle Arthur Pendrae. Donc, c'est un jeune roi en ascension, et les histoires des personnages gravitent autour du futur roi Arthur. Bien entendu, vous pouvez utiliser le contexte du jeu et créer des histoires en utilisant l'historique et les personnalités des personnages et laisser le roi Arthur en fond de tâche ou en fond de jeu. Donc, je vais vous montrer quelques images. Donc, vous avez une magnifique carte Tennis Preden. Donc, l'Irlande, qui est dans l'univers, s'appelle Eriu. C'est un langage vieux breton, donc il y a beaucoup de terminologie un peu spéciale à prononcer. Vous avez un glossaire à la fin qui permet de vous aider à la prononciation des dix mots techniques. Donc, ici, illustration. Donc, vous aimez le côté médiéval, mais sans les elfes et la magie et les épées plus 4, etc. Donc, univers, un setting carrément humain, avec, vous pouvez même faire des histoires de complot à la trône d'affaires. Le jeu se prête assez bien. Les combats sont très très violents. Ça ne durera pas des heures et des heures. Ça, je peux vous le garantir. Donc, d'autres images aussi d'archétypes, donc le guerrier des clans. Vous avez le Kimbrog, qui est une espèce de chevalier. Le barde, qui fait assez badass. Pas trop envie de l'écœurer. Vous avez la mage, druide. Donc, c'est pas mal ça pour les archétypes, mais vous pouvez en avoir plus. Ce sont les archétypes illustrés pour le scénario qui est inclus à la fin du livre. Mais vous avez d'autres archétypes possibles qui sont répartis en différentes catégories. Donc, les archétypes en question, vous avez les nobles, vous avez les guerriers, les sages, les travailleurs et les voyageurs. Donc, chaque carrière à l'intérieur de chaque archétype va vous donner une liste. Comme dans les nobles, vous avez le chef de clan, chef de guerre, conseiller du seigneur. Dans les guerriers, vous avez le Kimbrough, les guerriers des clans, le mercenaire. Dans les sages, vous avez le mage, le druide ou la prêtresse d'Avalon, le barde. Dans les travailleurs, vous avez artisans, fermiers, forestiers, mineurs, soigneurs. Et dans les voyageurs, vous avez marchands, émissaires, forgerons itinérants et espions. Chaque métier vous donne une liste de compétences privilégiées qui vous coûte un coût moindre à l'achat, à la création de personnage. Donc, pour en venir rapidement au système de jeu,
Je vais vous montrer une feuille de personnage. Donc, vous avez trois catégories de caractéristiques, le corps, esprit et âme. Et à l'intérieur de ça, vous avez des sous-caractéristiques. Donc, pour le corps, vous avez puissance, vigueur, agilité. Dans esprit, vous avez intellect, ténacité et perception. Et âme, vous avez charisme, instinct et communication. Pour ceux qui ont déjà joué à Vampire ou autres jeux de White Wolf, le système, c'est une combinaison de dés, d'attributs, avec un score de compétences. Donc, les compétences, tout indiqué ici. Les compétences vont à la création de 1 à 7 et ils peuvent monter jusqu'à 20 jackpots. Donc, pour revenir au système, c'est ça. C'est un système à D10 ouvert, open roll. Donc, disons que votre personnage veut défoncer une porte, ça serait l'attribut puissance, tout simplement. Donc, ici, c'est 2. Donc, on en ferait 2 D10. Donc, vous additionnez vos deux dés ensemble et c'est le résultat. Si vous obtenez un 10, vous relancez et vous additionnez. Dans le cas d'une autre tâche, votre personnage veut comprendre une tradition qui serait, disons, reliée à l'intelligence. Le personnage a 3. Vous lancez vos 3 des 10, mais vous additionnez seulement les deux plus hauts. Bien entendu, si vous avez un 10, vous relancez, vous additionnez. Donc, une fois le total des dés combinés ensemble, vous donne un résultat et vous additionnez ce résultat-là à votre niveau de compétence. Donc, les seuils des réussites ressemblent un peu au système des vents Donjon Dragon. Donc, ça commence en seuil de très simple, difficulté 5, en simple 7, aisé 10, moyen 14, 17, 19, très difficile 25, exceptionnel 32, légendaire 40, divin 49. Ceci est là pour le système de difficulté. Pour ce du personnage, chaque personnage est aussi défini par des forces et des faiblesses. Donc, la création du personnage, le joueur peut choisir une force ou une deuxième force et une faiblesse. Le fonctionnement de la force et de la faiblesse, c'est que le joueur peut invoquer, exemple, son don, qui est sa force, qui est, disons, un exemple discret, qui dit que le personnage sait se montrer silencieux, se fondre dans une foule ou faire en sorte que personne ne remarque sa présence quand il cherche à se cacher. Donc, une fois par session de jeu, le joueur peut invoquer son don discret, ce qui fait que il a droit à d'ajouter un dé supplémentaire dans son total pour faire réussir sa tentative de discrétion. Donc, c'est pas très très long. Les faiblesses fonctionnent de la même façon. Par contre, les faiblesses invoquées en jeu, le maître de jeu oblige le joueur à conserver le résultat le plus faible de la combinaison des dés et non du plus haut. Pour le combat, ça fonctionne sensiblement pareil. C'est un jeu de dés versus une difficulté défense passive. Et les dégâts sont calculés avec la différence du jeu de toucher versus la défense, qui est la marge de réussite, plus un attribut selon le mode d'attaque choisi, plus les dégâts de base de l'arme. Donc, je vous dirais qu'un coup d'épée ou un coup d'axe, ça peut tuer quelqu'un net d'un coup. Bien, vous avez également les personnages classiques, donc personnages joueurs puis personnages non joueurs importants. Et vous avez également un système de figurants qui sont seulement là pour meubler l'environnement, peuvent être tués d'un coup ou deux, ou même d'un critique qui s'appelle les tuer sur le coup. C'est pour pardon, c'est pour montrer le côté épique, légendaire que les personnages joueurs tendent à devenir. Comme Thor qui a dû lutter il a affronté main et main péri-monstre pour acquérir sa légende et devenir le héros qu'il est. Donc, ceci étant pour l'univers pour le setting en général. Bien entendu, quelques suppléments. Vous avez Avalon, encore une fois, illustration magnifique. Oui, prêtresse d'Avalon, ce sont des personnages uniquement féminins. Donc, encore là, je vous dirais que si vous avez vu ou vous voulez une bonne inspiration pour l'univers, les Brumes d'Avalon, c'est très bien. Ensuite, un autre supplément, vous avez Le Vieux Nord, Ir En Ogledd.
Encore très bonne illustration. Donc, je vous dis que pour avoir joué quelques séances de jeu, ça se joue relativement assez bien. Il y a un peu de calcul à faire, donc bien entendu, si vous êtes très tard dans la soirée avec votre partie de jeu, le gros combo final peut être un peu casse-tête. C'est beaucoup d'addition de soustraction. Regarde, un petit exercice de calcul mental, mais dans l'ambiance, je vous dis, ça se fait quand même assez bien. Donc, comme je disais, il n'y a pas de gros monstres. Il y a quelques monstres, mais c'est des monstres plutôt mythologiques, pratiquement comme le monstre du Loch Ness ou des- d'autres monstres, pardon, un peu plus légendaires. Malheureusement, le livre n'a pas beaucoup de monstres, donc les adversaires sont plutôt humains. Donc ça peut être des clans celtes, des saxons, des romains, des rivales ou des ennemis dans l'historique le background des personnages. Quelques exemples ici. Créatures, vous avez le dragon, plus là une créature mythique, étant donné que les caractéristiques ne sont pas présentes. Vous avez le Twitch Truite, qui est une espèce de sanglier géant. Vous avez quelques créatures. Vous avez ici ça, un afan, qui est une espèce de monstre du Loch Ness, un monstre aquatique. La gamme en tant que tel est une très belle facture. C'est édité par une compagnie qui s'appelle le 7e Cercle. Donc, ils ont Calcia, qui fait suite à un autre univers qui s'appelle Yggdrasil. Euh, Yggdrasil, c'est le même système de jeu que Cassia, mais ça se passe en Scandinave, donc en Scandinave avec des Vikings. Mais je vous dirais des Vikings assez historiques là. Je vous dirais encore là pour la référence visuelle, vous avez l'excellente série Viking, que carrément là, c'est pour l'ambiance, les personnages, l'univers en tant que tel, c'est une très bonne référence. Bien entendu, il y a du surnaturel, de la magie, des présages, des actes de divination, et tout et tout. Donc, pour faire un petit changement et pour ouvrir l'univers, vos univers, votre culture sur un autre type de Moyen Âge médiéval, de jeu pardon, médiéval fantastique, c'est une très bonne alternative. Donc, c'est ce qui résume un petit peu, grosso modo, le jeu de rôle Cassia. Donc, si vous avez des questions, des commentaires ou autres, n'hésitez pas à m'en parler. C'est toujours un plaisir de vous lire. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.